On enchaîne. Après l'Afrique de l'Ouest, on va aller à l'ouest de Paris, en tout cas l'ouest parisien même, dans un quartier qui a l'habitude plutôt des dorures et des étoiles. Et on va plutôt finalement aller dans un bistrot. Un bistrot qu'on connaît bien puisqu'on a déjà accueilli sur cette scène, il y a quelques années, celle qui officiait. Et on va accueillir sur cette scène, mais ils sont où nos camarades là on va bientôt les accueillir. Ceux qui officient actuellement dans ce restaurant Le Mermoz, un restaurant qui ressemble plutôt à un bistrot, mais qui offre une véritable farandole d'assiettes tous les soirs, avec des petites portions à partager et qui font que on a une équipe qui a repris le flambeau de Manon Fleury après. Ils sont déjà montés sur scène, en tout cas Thomas Graham est déjà monté sur scène. Vous allez voir, vous allez comprendre quelles sont ses influences. On les applaudit très fort. Thomas Graham du Mermoz et son équipe. Salut Thomas. Salut, ça va? Ciao. Salut tout le monde. Salut, salut. Bon, vraiment, ça fait plaisir de vous avoir l'un à côté de moi et l'autre, parce que vraiment, c'est voilà. On n'a pas fait exprès. Hein. Non, on n'a pas fait exprès. Ouais. J'ai pas demandé de petite marche. Thomas, on s'est déjà vu ici, non? Oui. Il y a quelques années. Il y a quelques années, mais j'ai passé un peu plus furtive sur la scène. Je suis déjà monté avec ma ancienne chef Amélie. Avec Amélie Darvas, Ouais. du restaurant Aponem. Exactement. À l'époque, c'était encore à Écaille. C'est ça, exactement. C'était justement la fermeture. C'était la dernière juste année. exactement la dernière année de Haikai, avant que Amélie et Gabi partent à Véran, Vaillant. Vaillant, Dans le sud, ouais. dans le sud. Et donc tu étais dans leur équipe, tu as travaillé avec Amélie, tu as travaillé aussi avec Manon, dont on a parlé. Vous êtes en tout cas échangé le restaurant Le Mermoz. Bon, on s'est croisés. Oui, exactement. Elle est partie quand même rapidement, juste en même temps que moi j'ai pris le poste. Mais alors raconte-nous un peu Le Mermoz. Toi, ce restaurant, donc tu es anglais, tu as vécu à Los Angeles, Ouais. tu es venu faire des études de cuisine à Paris et tu te retrouves dans presque une sorte d'archétype, un symbole, enfin pas un symbole, mais en tout cas presque un bistrot idéal. Ouais, pour moi c'est très drôle parce que du coup je suis anglais-américain et je me retrouve un peu à la tête d'un vrai restaurant français avec une cuisine française et tout ça. Donc c'est marrant pour moi toute l'équipe c'est que des Français. C'est cool pour moi, j'aime beaucoup. Mais de reprendre après Manon, moi j'étais jamais venu manger quand il y avait Manon. Même je connaissais pas trop le restaurant à part que ça se passait bien, que ça marchait et tout ça. Mais moi, j'ai toujours vu la cuisine qui se passait au Mermoz. C'était un peu vraiment le bistrot un petit peu créatif, repris, genre un petit peu nouvelle, comme ça. Et depuis que je suis là, en tout cas, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Et alors explique-nous un peu le parcours qui est le tien aussi. Avant que tu arrives à Paris, il y a eu plusieurs étapes. Donc on a parlé de ton travail avec Amélie. Tu es parti aussi un petit peu à droite à gauche pour découvrir le monde. Ouais, il y avait un moment entre la fermeture de Haikai et l'ouverture de Aponem, le nouveau restaurant d'Amélie, où je suis parti faire un stage, une grosse stage au Noma à Copenhague. Et c'est là-bas où j'ai appris à faire un peu les misos, les garums, tous ces trucs, ce dont on va parler tout à l'heure. Tous ces trucs, effectivement. Moi j'aime bien. Après, on se concentre quand même vraiment sur les produits frais quand même au Mermoz, mais on aime bien en avoir et les utiliser pour donner un peu plus de profondeur dans les sauces ou un peu améliorer quelques points dans les choses qu'on fait au quotidien, quoi. Donc là, par exemple, il y a sur scène un miso de pain. Ouais. Miso de pain, on travaille avec Ten Bells pour le pain. Et parfois, à la fin de la semaine, on se retrouve avec des chutes, genre quelques miches de pain qui restent et tout ça. Et ça nous embêtait de les jeter comme ça. Enfin, parfois, on faisait des chapeleurs et tout ça, mais ça va très vite. Après, tu as une tonne de chapeleurs à utiliser et tout ça. Et du coup, on a commencé à faire des misos. Et c'est cool, ça marche bien, c'est une façon de les préserver, quoi. Un Big Tuna Garum. D'accord. Ah oui. Normalement, quand on reçoit les poissons, on travaille tout entier. On reçoit les thons entre 30 et 40 kilos entiers au restaurant, à peu près une par semaine. D'ailleurs, c'est Louis Devaux qui s'occupe de ça principalement. Très bien.
justement pour utiliser un peu les os, de bien gratter les carcasses, utiliser un peu le maximum qu'on peut dans les poissons. On prend toutes les chutes et on fait des gambes avec. Et après, souvent, vous allez voir, on va faire une recette avec ça justement. On va utiliser cette sauce pour assaisonner le thon après. Okay. Et pour terminer, il y a un petit miso de truffe noire. Oui, ok, ça c'était pour le coup, c'était pas du tout une histoire d'utiliser un truc qu'on allait jeter. Ça, ça, en fait, j'avais toujours envie d'essayer. Quand j'étais au Noma, il faisait des essais de ça. Et du coup, on a fait un essai. Du coup, lui, on a fait en janvier, au début de cette année. Du coup, il a à peu près 9 mois maintenant. Mais c'est intégralement de la truffe noire? Non. Ok. On avait fait à peu près 9 kilos de miso d'appareil. Okay. Il y avait 1,5 kg de truffe noire, comme Fraîche. ça, dedans, broyé avec des lentilles beluga et le koji, Okay. ce qui est le ferment pour faire le miso. Pour faire le miso. Ok. On va parler de cuisine. Il y a plusieurs assiettes qui doivent partir. Peut-être dis-nous un petit mot de l'équipe qui est derrière toi. Ils sont avec toi au restaurant habituellement. Est-ce que tu peux nous les présenter? Avec plaisir. Du coup, Robin est le sommelier au restaurant et aussi le directeur de salle. Il gère tout ce qui est le service, tout ça. Clément, sous-chef, qui s'occupe aussi de la pâtisserie en ce moment. Louis, qui est chef de partie poisson, garniture, en fait, il m'aide à faire le post-show pendant les services et tout ça. Et Blandine, qui est apprentie pour la deuxième fois, en fait. Elle a déjà fait un an d'apprentissage et là, elle est revenue pour continuer avec nous. C'est bon signe si les apprentis ont envie de refaire un apprentissage chez toi, c'est que ça se passe plutôt bien et qu'on est sympa. Plutôt. Après, il y a quand même de la rigueur et c'est important, mais non, il y a plutôt une bonne ambiance. Qu'est-ce que tu vas préparer du coup sur scène? Je disais juste avant que le Mermoz, c'est quand même plein d'assiettes. Hein. Oui. Il y a quand même cette notion d'avoir une table bien garnie. Ouais. Et on va picorer, on va piocher et on va finalement presque se faire sa propre recette en allant chercher un petit peu de tout. Qu'est-ce que tu vas préparer avec ton équipe? Si on a le temps, on va essayer de faire 4 assiettes. Et les gars, ils vont un peu travailler un petit peu en même temps que moi. Comme ça, on va avoir le temps d'un peu tout faire. Et justement, on va commencer un peu à dresser en même temps et tout ça. Très bien. Donc, pour commencer, on va faire une assiette qu'on a un peu l'habitude de faire maintenant. Les clients ils aiment bien. Du coup, on a un peu du mal à l'enlever. Surtout quand on reçoit les thons, il faut faire plein de petits trucs avec. C'est des nouilles de thon avec des courgettes marinées et une ponzu au garum de thon. Comme je vous ai dit, la sauce qui reprend un peu les chutes de thon et tout ça. Une tartare de vache laitière avec des figues, du paprika. Tartare. Ouais. Donc classique du bistrot français, quoi. Bien sûr. Et une omelette. Et après, des cornets de glace en dessert. Glace, vous allez voir tout à l'heure. Ok. Voilà. Très bien. Commençons. Faisons en sorte que le maximum de choses se passent devant, sur scène, pour que les caméras et le public puissent en profiter. T'as le temps, s'il te plaît. Hop, super. Hop. Et Blandine, viens avec moi. Tiens. Et mets-toi, comment on fait au resto? Tu peux prendre les plus beaux courgettes, tu les mets ici. On va les assaisonner avec huile de pépins en binaire, sel, poivre, citron, un peu comme tu as l'habitude de faire. Et moi, je vais m'occuper de tailler le thon. Parce que donc tu disais nouilles de thon, on est d'accord que c'est le taillage qui fait... C'est juste le taillage de thon, c'est pour ça qu'on appelle comme ça, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de nouilles. Il n'y a pas de nouilles, il n'y a pas de pâte, il n'y a pas de tout ça, quoi. Donc je pense... Hop. Donc quand tu dis que vous recevez ces thons entiers, c'est des thons qui ont été pêchés où? Celui-là, tu as une idée? Eh bien, toujours de Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz. On les achète chez Terroir à l'Avenir. Et c'est toujours des thons ikijime. Cette technique d'abattage des poissons qui, en traduction littérale, veut dire la mort vive. Donc on va littéralement abattre le thon, ou le poisson d'ailleurs, et ensuite passer un petit câble dans la colonne vertébrale pour enlever à la fois le sang et le nerf pour tout de suite attendrir la chair. Exactement. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que du coup, les poissons, ils meurent tout de suite. Au lieu de comparer à la pêche traditionnelle où ils sont sortis de l'eau, ils les mettent dans des bacs avec des glaces et après ils les laissent crever, quoi. Genre s'asphyxier pendant un moment. C'est un peu horrible quand ils pensent comme ça. Mais c'est mieux que comme ça. En fait, ils bougent pas, ils s'abîment pas, ils mordent dans la glace, nickel, pour nous après, quoi. Très bien. Oui, tu peux m'arranger ça, s'il te plaît. Hop. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Hop.
Et le passage à Aikai et à Aponem, qu'est-ce que tu as gardé, toi, de cette expérience, de ces expériences avec Amélie, qu'on connaît bien ici, qu'on a accueilli plusieurs fois, qui a été récompensée par Omnivore? Oui. Moi, ce que j'ai gardé d'Amélie, c'était surtout je pense, la liberté de la créativité. Genre, Amélie, elle a une façon de travailler où elle fait pas forcément ses menus à l'avance, elle passe pas forcément des commandes de fournisseurs, elle dit vas-y, je veux des légumes, ou je veux des poissons et tout ça. Et on recevait ce qu'on recevait et on faisait avec. Et moi, j'adore ça. Genre, moi, j'aime vraiment beaucoup travailler comme ça. Et on fait un peu comme ça aussi. Enfin, on travaille avec Xavier. T'as un autre plaque comme ça, s'il te plaît? Je peux le demander. Ouais. On travaille avec Xavier Fender de l'immeuble de Toulouse, Pierre Gaillet de Domaine des Vernins. Et bon, en fait, ils m'envoient Des produits. Vous nous envoyez des trucs et nous, on se débrouille avec ce qu'il y a, quoi. Ça veut dire que la carte du Mermoz, elle change pratiquement tout le temps, Elle avec change- quelques piliers comme ça qu'on va retrouver régulièrement. Et elle change tous les jours, midi et soir. C'est jamais pareil. Donc là, un petit jus, enfin un petit trait d'huile de. Ça, c'est huile de pépins de raisin. Ok, donc une huile très neutre. Hein. Pour le coup, non, pas du tout. Ça, c'est Merci. ça, c'est huile de pépins de raisin Bina. Ça vient de. Tu peux m'en mettre un tout petit peu? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je crois qu'il y a le chef Romain Médère qui va faire la scène artisan avec la productrice de ça. Ah oui, c'est pas neutre, hein, ça c'est clair. C'est pas du tout neutre, c'est même encore beaucoup plus parfumé que du huile d'olive. Et en fait, c'est à ce goût-là parce que c'est fait avec des pépins de raisin qui ont été déjà vinifiés. Ok. Du coup, ils récupèrent genre tout le comment ça s'appelle le marc. Ouais. Ils trient pour avoir les pépins de raisin et après ils pressent. C'est un travail de malade. De ma boule. Ouais, c'est ouf. Et Mais c'est vrai que c'est très parfumé et il y a une petite piquance aussi qui est intéressante. Ouais. Je trouve que ça ressemble quand même beaucoup à une huile d'olive. À une huile d'olive, c'est Ouais, vrai. Hein. avec cette petite amertume et tout ça. Très bien. Hop. Hop. Hop, un petit peu de ciboulette. Donc une cuisine qui est spontanée, on peut dire, c'est-à-dire qui va être vivante, qui va se renouveler tous les jours. Ouais. Il y a quand même des marqueurs. Tu parlais d'une certaine idée de la cuisine classique. Oui, c'est-à-dire que c'est. Parce que tu parles de tartare, d'omelette. Là, il y a quand même un clin d'œil à une certaine idée de la cuisine française. Oui, après, c'est mon parcours. Enfin, j'ai bossé quand même genre, presque 6 ans en tant que sous-chef pour Amélie. Et Amélie Elle était formée au Bristol, donc. C'était l'école Bristol. Et du coup, on cuisinait quand même vraiment comme ça. Elle m'avait appris beaucoup de choses, des techniques comme je pense, comme au Bristol. Et j'ai gardé ça. En fait, à la base, moi, je suis venu ici, j'ai fait l'école Cordon Bleu pour apprendre la cuisine française, parce que j'adore ça. Et c'est un peu là où je suis resté. On est très content. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un mot de cette grosse courgette là? On dirait ces grosses courgettes de la fin d'été qui ont été un peu oubliées. Du coup, c'est exactement ça. Ah bah j'ai bien. Et du coup, c'est des courgettes rondes qui sont comme ça. On les entaille, on les a mis à mariner un petit peu en amont pour qu'ils justement ils deviennent un petit peu plus souple. Plus souple, ouais. Exactement. Donc il n'y a pas de cuisson du tout là-dessus. Non, il n'y a pas de cuisson. Là, c'est juste de la marinade et tout ça. Et c'est pareil pour le thon. Et là, attends, je vais mettre. Hop. Je regarde ce qui se passe derrière. Merci beaucoup, Boris, c'est bien. Parce qu'il y a quand même, allez, on va dire 4 assiettes à sortir. On va. De quoi? On va pas traîner là. On va pas traîner. Ouais, je crois que Louis est en train de tailler le bœuf, comme ça on va faire la prochaine assiette. Super. Hop. Elles sont bien élégantes ces petites assiettes aussi. Là aussi, d'un certain classicisme revisité. D'accord. Ouais, un peu. En plus, celle-là, je les ai ramenées de la Californie, en fait. Cette année, ouais, c'est incroyable, en fait. Cet été, je suis allé avec Louis, justement, pour faire un événement en Californie. Ok. Et on est tombé sur un antiquaire qui avait ça. Et j'ai flashé dessus, j'ai trouvé ça vraiment trop beau. Et du coup, j'en ai acheté et je les ai amenés dans ma valise. Et voilà, quoi. Et tu te considères plutôt comme un Anglais américain ou comme un Américain qui serait né en Angleterre? Franchement, j'ai l'impression d'être un peu un étranger partout maintenant. Mais je me sens plutôt comme un Anglais américain. Ok. Bon, toutes nos condoléances pour la reine. Parce que du coup, c'est pareil. Maintenant, quand je rentre aux États-Unis, on me prend un peu pour un Français. Alors, ça fait quoi? Ça fait quand même 12 ans que je suis ici, ouais. maintenant.
Donc voilà, ça fait un moment quoi. Tu parles de nouilles, il y a un peu l'idée du millefeuille aussi, non? Maintenant que tu le dis un peu, ouais. Ouais, hein. En fait, j'ai jamais pensé à ça avant, mais ouais, un petit peu. Ou du Paris-Brest. Ouais. Je sais pas. Et en fait, on va juste essayer de faire un peu comme si c'était genre une petite tornade avec les courgettes, le thon, tout ça. Une petite tornade. Ouais. Ok. Hop, comme ça. Et on va faire non pas déguster les assiettes, parce que là, ça va être un peu trop compliqué, mais on Ouais. va faire goûter peut-être justement les garum ou les petites sauces, les misos que tu avais prévues. Ah oui, bien sûr. On a amené plein de petits condiments pour faire goûter à tout le monde. Ok, on va faire. Justement, l'idée, c'est de vous Tiens. proposer un peu une dégustation des condiments pour que vous ayez en tête. Bon, je dis pas que vous savez pas à quoi ressemble le thon, mais on imagine quand même à quoi ressemble un joli thon, une courgette. Par contre, ces condiments, ils sont intéressants à expérimenter justement. Ouais, bien sûr. Hop. Là, demain, en plus, je vais faire la scène artisan avec la productrice de ces fleurs. C'est Valérie Dumonton qui est en Ile-de-France. Et du coup, elle m'a amené un petit paquet pour pouvoir mettre sur le thon aujourd'hui. Ah, j'ai amené ça aussi. Tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des jalapenos. Ok. Ça, C'est plutôt tes racines américaines quand même. D'accord. Oui, mais n'empêche que c'est quand même un producteur français qui fait ça. Ok. C'est Donc on est sur ces petits piments, hein, les jalapenos. c'est Pierre. Pierre Gaillet, c'est le roi des piments et des tomates. Ok. Ça, c'est pas très fort, hein, les jalapenos comme ça. Hein. D'accord. C'est pas très fort normalement. De quoi? Ah, jalapeno. Vous les goûtez? Ouais. Tiens, essaye. Ça pique quand même un peu. Hein. Non. Non? Un peu. D'accord. Ouais, un peu. Un petit peu. Ça va. Ça attaque derrière. Ouais. Après. Voilà. Ça va. C'était Ça taillé va. finement. En tout cas, ouais, taillé très finement, ça va. Et ça donne un petit coup de boost au thon et tout ça. Hop. Et là, voilà. Après, Tiens, on va même la mettre là. c'est chaud ça? Ah, non, c'est ok, pas chaud. En fait, vous les voyez pas bien ces assiettes. On va essayer de trouver un endroit. Est-ce que ça marcherait mieux ici? Je fais un peu de place. Ah merde, t'as pas terminé. Ah non, oh non, t'inquiète, je vais finir là-bas. Ok. Hop. Donc, Donc. dis-nous un petit mot de ce qui se passe là. Ça, c'est une sauce ponzu. En gros, c'est un mélange de le Big Tuna Garum et du jus de citron et un petit peu de bouillon de légumes. Et après, c'est lié avec un petit peu de fécule de pommes de terre. Ok. C'est une technique, j'ai appris qu'on allait manger chez Keito à Los Angeles cet été avec lui. Et en fait, ces sauces-là, tu ne peux pas les faire réduire à la française parce qu'elles sont beaucoup trop fortes. Enfin, Ok. je vous ferai goûter des garum tout à l'heure. C'est trop un puissant. peu comme de la sauce soja, quoi. C'est vraiment très très corsé, salé. Tu peux pas le faire réduire. Et du coup, de le lier avec la fécule, on garde le même genre force, mais c'est juste que ça donne un petit peu de texture qui est Ok. plus agréable. Et nous, en général, on met ça au milieu. Comme ça, quand vous coupez le thon, la sauce sépare un peu dans l'assiette, mais je vais en mettre un peu partout, comme ça vous voyez un peu la sauce. On voit quelque chose ou pas? Ouais. Non, hein? De quoi? Non. Voilà. Ah si, ça y est, voilà. Hmm. Donc c'est nouilles Au top. de thon. Très bien. Donc une petite assiette Tiens, qui pourrait oui, partir je comme peux ça au prendre ça, Mermoz, s'il te un jour où il y aurait eu un gros thon qui serait arrivé, D'accord, ouais. et il y aurait d'autres choses peut-être qui arriveraient avec le thon à un autre moment, ou un autre jour avec d'autres parties peut-être. Ouais, exactement. Bah, souvent, par exemple, quand on envoie sur les thons, il y a toujours une pièce qu'on adore, c'est les colliers dedans. C'est la partie un peu vraiment en haut du filet, entre le filet et la tête. Ok. Et nous, on les récupère pour les faire laquer, rôti au four. Une grosse pièce à partager comme ça. Sympa. C'est trop cool, j'adore. Hop. Hop. Tiens, Louis, tu peux juste mettre un Donc peu le sur couteau, tartare s'il te de plaît. vache laitière, disais-tu. Du coup, vache laitière, du coup, c'est des vaches qui sont des vaches allées, qui sont en fin de carrière, Ok. on va dire. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ces bœufs-là parce que c'est marbré un peu différemment. Enfin, je trouve que le goût est meilleur. C'est juste, bon, c'est une préférence personnelle, quoi. Et on est sur quel morceau là? Tu sais, ça va être un Bah là, c'était du filet de bœuf. filet. Ouais. C'est chic hein, quand même chez toi, le tartare. Du coup, ouais. Ouais. Après, on fait pas toujours avec le filet. J'avais juste envie de vous impressionner sur la scène. Ça marche, ça bien. Voilà.
Et juste sur les petits condiments ou les choses qui pourraient être envoyées au public, est-ce qu'on peut les préparer également? Qu'est-ce que Oui. tu veux? Tiens, allez-y. Louis, mon truc, tiens. Ça, c'est les condiments qu'à plus tard, on va mettre avec l'omelette. Ah bah alors si tu veux, on peut attendre un peu. Hein. De quoi? Oh non, non, allez-y. Comme ça, quand je vais le Quand mettre on sera sur l'omelette, vous aurez le goût en bouche. Tiens, Louis. Tu peux faire un petit espace avec les pots. Ça, des cuillères. Regarde. Ok, super. Allez, tu reviens sur ton tartare. Oui. Donc on est sur une base classique, hein, donc ça va être une viande coupée au couteau, une petite échalote, hein, j'ai l'impression, qui est ciselée. Une petite échalote, et après nous on va mettre un peu de base. Moi j'aime bien, et enfin au garde-manger aussi, avant les services on se fait toujours un pot d'herbes très fraîches, aromatiques. Et je suis plutôt de la partie de prendre les herbes et les arracher à la main, plutôt de genre les ciseler. Ah là là, il y a 2 écoles. Hein, il y a plusieurs écoles pour ça. Ceux qui pensent, enfin, moi j'ai pas de religion là-dessus, hein, mais ceux qui considèrent que le goût n'est pas le même effectivement au couteau ou à la main, ouais. Mais c'est un peu vrai. Moi j'aime bien comme ça, je trouve que comme ça tu sens encore un petit peu mieux les goûts des herbes, quoi. Quand c'est trop fin, genre c'est cool d'aller croquer et tout. Enfin, moi j'aime bien comme ça. Très bien. On va partir du classicisme un peu. Par contre, on va assaisonner avec huile de sésame. Ok. Sésame torréfié ou sésame torréfié, mais en fait au Mermoz on a une presse huile. Et, donc c'est vous qui faites votre huile de sésame? Ouais, ça c'est. Oh putain, ça fuit un peu. Mais c'est nous qui font l'huile de sésame au restaurant. Ok. Ça fuit carrément même. Ça fuit carrément, mais c'est pas grave. Hop, on assaisonne après avec fleur de sel, du paprika fumé. Généreux d'ailleurs. De quoi? Ouais. Généreux. Après ce paprika fumé là, il est pas très fort. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui t'a encouragé à utiliser ce principe finalement des assiettes? Je dirais pas tapas parce que c'est vraiment pas l'idée, mais de ces assiettes, voilà, comme une sorte d'assiette d'entrée finalement en termes de quantité et finalement aussi avec l'idée de goûter plein de choses. Pourquoi t'es pas allé sur une certaine idée d'un repas classique aussi, entrée froide, entrée chaude, plat chaud, viande, poisson, dessert? Bah à la base, moi quand j'ai commencé à Mermoz, ça m'était quand même un peu imposé de faire comme ça. Okay. Je te cache pas. En fait, c'était un système qui commençait à marcher bien quand maintenant elle est partie. Et du coup, j'ai gardé la même, sauf que maintenant on fait un peu plus de plats et le menu est peut-être un petit peu plus long le soir. En fait, moi, je le vois un peu plus comme si on faisait un menu de dégustation et qu'après, genre, on mettait toutes les étapes sur la carte. Okay. Comme ça. C'est-à-dire que plus bas, tu vas avoir plat poisson, plat viande, genre après dessert, tout ça. Mais en mode à partager, ou genre plus haut dans le menu, tu vas avoir des choses que tu aurais peut-être pu avoir en amuse-bouche dans un restaurant gastronomique. Donc mais là, format beaucoup plus convivial, c'est pas du tout genre... Guindé. Ça, ouais. Pas du tout, non, ça. Ouais. Hop. Quelques cœurs de figue. Ah, donc des cœurs de figue que tu vas un peu écraser aussi pour rappeler la texture du bœuf peut-être? Exactement. Ok. Et en fait, au lieu de mettre genre une mayonnaise ou un truc comme ça, par exemple, là-dedans, on va mettre des cœurs de figue parce que ça va faire le même taf. Ça va lier un petit peu le tartare. Très bien. Le côté un peu confituré de la figue qui va finalement donner un peu de liant à la préparation. Exactement. Hop. Donc tu n'es pas de l'école du cerclage? Oh non. Moi, je trouve ça horrible. Genre, enfin, personnellement, moi, j'aime pas trop ça. C'est plus chouette d'avoir un truc un peu plus pas trop parfait avec ce genre de choses, justement. Je sais pas, ça fait un pâté, enfin, j'aime pas. Il y a plusieurs religions aussi là-dessus. Ouais. Hop. Enfin, on va mettre quelques petits morceaux de figue sur le dessus. Ouais, mais cette petite vague de tartare va quand même d'un coup être très précieuse avec ces petits bonbons de figue. Ouais. Hop. Ça c'est bon. Hop, un petit peu de paprika fumé sur le dessus. Et attends, qu'est-ce que je voulais mettre là-dessus? J'avais un autre truc à mettre. Attends, non, ça c'est de la poudre de cassis. Ah, les pistaches. Les pistaches. Donc quelques pistaches toastées que tu vas écraser un peu pour... Ouais, du coup c'est des pistaches de menthe qui ont déjà été torréfiées. Et ça veut juste donner un petit peu de croquant. Moi j'aime bien quand il y a des choses qui croquent quand même un petit peu là-dedans. Hop.
quelques pistaches, juste comme ça. Pour finir, un petit filet de gamme de bœuf. C'est pareil, juste pour donner un peu plus d'assaisonnement et de profondeur. Hop, et Et voilà. bien voilà, merci beaucoup. J'en vois ici, histoire qu'on la voit bien. On est bon, camarades, là sur Tu veux me casser les œufs, s'il te plaît? Ok. Ah, ça c'est bon. Tiens, on peut commencer. Donc là, on va partir sur l'omelette. Ouais, là on part sur l'omelette. Et du coup, Ça, c'est les condiments, du coup, qu'on va mettre avec l'omelette. très bien. Donc, nos camarades de l'école du CAS, si vous voulez bien venir, et Ouais. on va faire passer donc Yeah. ce petit condiment. Encore une fois, hein, l'idée, ça va être de rentrer en résonance avec cette omelette qui va être préparée. Vous avez le goût de l'omelette en bouche. Là, pensez à associer ce condiment. Redis ce que c'est exactement, ce qui va partir là. Du coup, ça, c'est le condiment qu'on met avec l'omelette. C'est un mélange de miso de truffe noire, celui-là, Miso de truffe noire. du parmesan et du jus de viande. Moi, je veux bien goûter. Oh, avec plaisir. Attends, je crois que j'en ai un qui est ouvert. Ouais. Voilà. Ça, c'est gourmand. Hein. En tout cas, c'est Et puis, c'est plein aromatique. de Hein. saveurs. Ouais. Hop, tenez pas. Pardon, hop. Les œufs, s'il te plaît, Louis. On sent effectivement, j'espère que vous allez avoir la même sensation que moi, une balance très umami avec le parmesan Ouais. et miso. Umami, le miso, tout ça. Genre, Exactement, et la truffe noire qui, bam, Ouais. tabasse. Superbe. Du coup, omelette. Donc j'ai hâte de voir effectivement merci. cette omelette avec ce petit condiment. Bon, l'omelette, c'est presque un gag, parce que un cuisinier à qui on demande de faire une omelette, il le prend mal souvent. Moi, à la base, c'est un des raisons pourquoi j'avais envie de faire ça au restaurant. C'est qu'il y a un moment, quand je passais au Wakai avec Amélie, on avait une cliente qui adorait les omelettes. En fait, elle mangeait pas de poisson, pas de viande. Elle était un peu relou On peut le dire. à ce niveau-là. Et du coup, Amélie, un jour, elle avait fait une omelette et après, elle n'arrêtait pas de revenir. Dommage. Ouais, c'est dommage. Mais à un moment, Amélie, elle est partie, elle m'avait laissé gérer la cuisine pendant un mois, un truc comme ça. Et elle est venue et je ne savais pas faire l'omelette. Franchement, je ne savais pas faire. Je me suis tapé la honte de ma vie. C'est-à-dire qu'il a fait une omelette quand même. Et J'ai fait une omelette, mais elle était horrible. Genre, elle était tout accroché, on n'avait pas des belles poils. Enfin, c'était infect, La ce que honte. j'avais fait. Ouais, la honte. Et du coup, quand j'ai commencé à Mermoz, j'avais trop envie de faire ça. la revanche de l'omelette. Ouais, la revanche, je vais faire ça bien, quoi. Ah, Louis, mais tu peux faire la capucine? Ouais, c'est bon, ok, super. J'imagine que ceux qui ont eu la chance de goûter le condiment, hein, vous avez encore la longueur en bouche de ce condiment, de la truffe noire. C'est fort. Donc ton omelette, à toi, c'est quelle version? C'est la version paysanne ou la version classic French? Plutôt classic French, Ok. je pense. Mais vous allez voir, c'est quand même un petit peu revisité, notamment avec ce qu'on va mettre dedans. Alors attends, ça justement, donne-nous un petit... de quoi s'agit-il? Autant le beurre on connaît, et ça? Ok. Du coup, ça c'est du beurre, ça c'est du beurre noisette. Ah, c'est du beurre noisette que tu as refait figer en fait. Ouais, du coup c'est double beurre en fait. Ok. Bon, comme Adrien Cachot, on va pas se mentir, on disait quand même tout est bon quand il y en a un peu trop. Ok, merci. La preuve que j'ai appris à faire ça en France. Quoi. Donc on va juste avoir un beurre noisette, mélange 50-50, hein, un temps pour temps à peu près. À peu près. Attendez, ma Maryse. Faut pas la louper, hein. Ouais, attends. Tu cherches quoi? Je cherche ma Maryse. Pardon. Louis, t'as pas vu la Maryse? Elle est là? Ok, super. Ok. Ouais, tiens, hop. Ok, hop, super. Je voudrais pas que ça... Ok, hop, excuse-moi. Non, c'est pour... Je voudrais éviter que ça brunisse un peu trop. Hop. Dans omelette, il faut quand même y aller très très doucement pour que les œufs ne cuisent pas trop et qu'ils ne colorent pas, surtout. Ça, c'est genre le plus important là-dedans. On va commencer un peu comme d'habitude avec un peu d'herbe. D'ailleurs, Louis, tu m'as fait un peu d'herbe là ou pas? Tiens, super. Tiens, regarde. Hop, ciboulette, un peu d'échalote, un peu de basilic. On met un peu ce qu'on a sous la main. Parfois, on met un peu d'estragon, enfin, juste des belles herbes, tout ça. Très bien. Donc on va vraiment même pas les faire colorer, évidemment. Là, ça va être monté en température simplement. Il n'y a pas assez de beurre, par contre. Voilà, on va rajouter un peu de beurre noisette. Pour combien d'œufs, là, tu as prévu? Là, c'est 3 œufs. Ah oui, donc il y a à peu près autant de beurre que d'œufs. Hein. Presque.
On va juste faire suer ça très très doucement pendant à peine une minute. Tu peux me mettre ta capuche ici, s'il te plaît, aussi. Ça, c'est la meilleure odeur du monde quand même. Hein. D'accord. Ouais. Attends, hop. Échalote, ciboulette et beurre. C'est chouette de faire ça sur induction aussi. Moi, j'ai l'habitude de faire ça sur les feux et c'est un peu plus compliqué, je trouve. Et du coup, à côté de moi, mon collègue Monsieur Louis, il vient de nous mettre des feuilles des capucines quand on a blanchi, en fait. Et une fois que j'ai terminé mon omelette, je vais les rouler là-dedans et après les pareils faire un dressage. C'est comme ça que tu fais le dressage de l'omelette, effectivement, au Mermoz. Moi, j'ai eu la chance de la goûter au début juillet, je crois. Hop. Du coup, là, on met les œufs, on mélange bien. Donc tu me dis, ça me stresse de faire ça devant les Français. T'as une pression d'enfer, là. La réalité, c'est que, on va pas se mentir, 50% de la salle, probablement, rate son omelette la plupart du temps. Pas maintenant, Si. Pas maintenant, normalement, sauf si je le rate, vous allez savoir faire, c'est cool. Hop, on mélange. Donc l'albumine qui va coaguler et tu voudrais surtout pas de coloration, hein, c'est vraiment ça. C'est surtout ça, pas de coloration. Non, je vais augmenter tu m'en veux pas si je dis que ça, pour le moment, ça ressemble un peu à des scrambled eggs. Je n'en veux pas. Ok. Ça va. Oui. Hop. Là, quand ça commence à bien coaguler, je vais les laisser finir de cuire tranquillement. Mm-hmm. Donc tu cherches à uniformiser pour avoir Ouais, on essaie de faire en sorte que c'est quand même plutôt homogène, alors que ça ne sert à jamais genre parfaitement homogène comme ça. Hop. Ok. Après, je vais râper un peu de parmesan avec ma râpe que j'ai laissée derrière. Attends. Et le condiment qu'on a envoyé dans le public, du coup, il va arriver à quel moment? Maintenant. Ok. Hop. Hop, généo avec le parmesan. Est-ce qu'on a le temps quand même d'envoyer quelques petites desserts là on les prépare en même temps comme ça Ok. Ouais, peut-être de la glace. Ouais. Allez, go. Et donc là, généreusement, le miso de truffe noire. Hop. Moi, ma mère fait pas du tout l'omelette comme ça. Hein. Elle fait comment? Comme ça. C'est bien aussi, hein? Hop, encore un petit peu. J'y vais doucement parce que sinon ça va accrocher. Ça serait dommage quand même. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Peut-être on peut dire un mot en attendant que ça se coagule tranquillement. Il y a une petite glace. On n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je me permets de switcher de l'un à l'autre. Ah, bien sûr. Tu avais envie de préparer Du coup, la glace, on va faire ça très rapidement. C'est juste des mini cornets de glace qu'on a l'habitude de faire en dessert à partager. Et du coup, c'est une glace infusée au koji, ce qui est de l'orge fermentée avec. C'est ce qu'on utilise pour faire le miso. Et on sert ça avec des fruits frais et un peu de caramel. Et ça, si on y arrive, on pourra en envoyer quelques-unes aussi pour avoir à la fois ce goût. Je crois qu'ils ont la glace là. Ouais, et la texture. Très bien. Oui. T'as un peu de glace, comme pour moi aux gens ou pas? Ouais. Juste des petits pots avec une cuillère, comme ça. Donc tu l'aimes quand même un peu tremblotante, ton omelette? En fait, il faut juste que ça termine de cuire sur les côtés. Ok. Désolé, ça va un petit peu plus doucement sur l'induction que j'ai pensé. Est-ce que se passe quelque chose derrière qu'on ne voit pas? Louis, est-ce que tu veux bien juste nous passer ici? Parce que les cornets, en fait, sont en train d'être cuits, hein, littéralement. Ok, donc ça, on va pas avoir 5 minutes, mais on va faire avec. Je pense que ça va aller là. Je pense que c'est bien. Allez, on y va. On y va. Donc on est presque dans une forme de... Non, je te... Hop. Magnifique. On a ce petit coussin un peu beurré là, comme ça, très gourmand, avec, on imagine les œufs encore un peu tremblotants à l'intérieur. Voilà, elle est bien tremblotante, même un peu trop. Je pense que j'aurais pu la cuire un petit peu plus. Mais on n'a pas. Après, tu sais, il y a des gens qui adorent les omelettes comme ça aussi.
Hop. Donc les feuilles de capucine qui ont été blanchies, elles ont quand même un petit peu d'huile d'olive ou de... Oui, juste un petit peu d'huile d'olive, pas d'assaisonnement au sel ou quoi. C'est vraiment juste pour les lubrifier un petit peu, que ce soit plus facile à mettre sur l'omelette après. Hop, comme ça. Très bien, une sorte de maquis d'omelette à la capucine, hein, s'il fallait imaginer. Hop. Après là, on va juste le pareil un petit peu. Waouh. Très food porn, hein. Hop. Il y a le moment un peu... Non, t'inquiète. Non. Moi, je suis pas tendu. Magnifique. Hop. Après, on va juste venir mettre une petite raie de notre condiment sol dessus. Bon, on est à un degré d'omelette qui est quand même... Hop. Et après des petites fleurs, des petits trucs, des machins. Enfin, juste pour que ça soit un peu... D'ailleurs, les fleurs? Vous avez pris les fleurs, les gars? Les fleurs? Hein? Il y a des fleurs là-bas ou pas? Il y a des fleurs là-bas. Et Alors, on va dire juste un petit mot de ce qui va partir dans le public, parce qu'on va pas avoir le temps vraiment de montrer la préparation, Okay. Thomas. Oh, bah c'est pas grave. Bah, Peut-être, tiens, je me permets. Je te laisse terminer de dresser. Ouais. Donc voilà ce qui va Du partir. coup, la glace, c'est glace au koji d'orge maltais. Très bien. Glace Voilà. koji avec le condiment. Condiment, c'est du caramel qui est fait avec ce miso-là aussi. Très bien. Il y a des petites cuillères quelque part? Ok. Thomas, il va falloir conclure. Et voilà. Je propose qu'on s'arrête avec cette magnifique omelette qui a littéralement ravi l'ensemble de tes convives. On le te remercie très fort. Thomas Graham du Mermoz. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. On enchaîne, on se donne rendez-vous dans 5 minutes. Merci à toute l'équipe en tout cas. Et les petites glaces vont passer. Merci les gars. Merci beaucoup. À tout de suite.